Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Suite et fin de notre roman Les années collège, chapitre 8. Mission accomplie. À l'approche de l'examen du BEPC, Awassa et quelques amis conviennent de se constituer en groupe d'études. Ils décidèrent de se retrouver en soirée de façon tournante chez l'un ou l'autre au moins 2 jours de la semaine et le week-end. Pour le reste, il leur arrivait de rester à l'école entre midi et 14 heures pour réviser. Dans ces cas, ils avaient recours à la générosité de Fatou pour manger quelques beignets. Fatou était un membre de leur groupe d'études, fille d'un riche acheteur de produits agricoles. Elle était toujours prête à partager tout ce qu'elle possédait avec autrui. Malgré ce statut de pourvoyeuse de fonds, Fatou restait humble et modeste. À un mois de l'examen, comme il est de coutume dans beaucoup d'établissements scolaires, les enseignants, en collaboration avec l'administration scolaire, organisaient un examen blanc. À la proclamation des résultats, Awassa eut la désagréable surprise de constater qu'il ne figurait pas sur la liste des admis. Pourtant, pour ce qui était des disciplines littéraires, tous ses camarades étaient prêts à parier qu'il s'en tirerait à bon compte. Qu'est-ce qui avait donc pu se passer? Lui et certains de ses camarades attendaient tous la réponse à cette question cruciale. Il fallait attendre que les professeurs viennent donner les détails des notes par discipline. Lorsque le tour de M. Gauze, le professeur de français, arriva, il se lança dans un discours préliminaire avant de procéder à la correction collective et à la remise des copies des élèves. Mes chers enfants, l'examen blanc auquel vous venez de prendre part nous laisse des leçons précieuses. Il faut comprendre que les évaluations de ce genre sont importantes et doivent être acceptées de tous. Or, dans certains collèges, les élèves s'y opposent sous prétexte que les notes issues de ces examens ont un impact négatif sur leur moyenne. C'est peut-être vrai, mais cela n'a jamais tué personne. Que valent de très bonnes notes en classe si l'on doit lamentablement échouer à l'examen de fin de cycle? Certes, lorsqu'on est en classe d'examen, d'excellentes moyennes sont souhaitables pour une bonne orientation dans la série de son choix, mais elles peuvent tout autant être flatteuses. C'est ainsi qu'on verra certains tomber facilement dans un excès de confiance et développer par la même occasion le germe qui va les conduire à un échec certain et pitoyable à l'examen. La lame qui vient d'être donnée à l'occasion d'un examen comme cet examen blanc doit être accueillie comme un sévère avertissement. Vous avez encore les moyens de rectifier le tir et de vous ressaisir. C'est ce que j'allais justement recommander à certains de vos camarades. Les notes en dictée suivies de questions vont réserver des surprises tout à l'heure. Après quelques autres remarques d'ordre général, M. Gauze entama la distribution des copies. Lorsqu'il eut entre les mains les copies d'Awassa, il marqua une pause et se tournant vers celui-ci, fit cette précision. Ainsi que je vous le disais tantôt, un excès de confiance peut vous être fatal le jour de l'examen. Notre ami Awassa, qui d'ordinaire excelle dans les matières littéraires, est la surprise de cet examen blanc. Il a obtenu la note de 9 sur 40 en dictée et questions. En composition française, la moisson est tout aussi maigre. Il n'a récolté que 10 sur 20. C'est nettement insuffisant pour un élève sur qui je fonde beaucoup d'espoir. Cette annonce sonna comme un véritable tocsin pour tous les élèves de la classe. Si cela lui arrivait, personne n'était donc à l'abri. Tout le monde avait bien intégré la leçon. Cependant, loin de se laisser abattre, Awassa, d'ordinaire très émotif, prit la chose avec beaucoup de philosophie. De toutes les façons, il y a bien longtemps qu'il avait compris que seul le résultat final compterait. En revanche, cette mise en garde venait à point nommé. La seule interrogation qui le taraudait dès lors fut de savoir comment chasser ce fameux excès de confiance qu'on lui prêtait à tort ou à raison. Awassa décida, séance tenante, d'en discuter sans faux fuyant avec M. Gauze, afin que celui-ci lui révélât ce qu'il devait faire pour y remédier. Ce dernier ne prit pas des gants pour lui parler des attitudes qui étaient susceptibles de perdre le jeune homme. Il devait être modeste, avoir une appréciation modérée de ses capacités et de sa valeur, rester toujours conscient de ses limites. Surtout que, martela-t-il, nul ne peut réussir en ne comptant que sur quelques disciplines en particulier.
Il lui fallait chercher à se surpasser même dans les disciplines qui ne semblaient pas favorables, car même ces disciplines dites mineures pouvaient le sauver d'un échec. Une fois qu'Awassa se retrouva avec ses amis du groupe d'études, il dressait une autocritique honnête de toutes les lacunes des uns et des autres que ce fameux examen blanc avait mises à nu. Il résolut de travailler d'arrache-pied pour rattraper leur retard. Aussi, Awassa Medei Fatou Dago et Vadro prirent-ils l'engagement d'optimiser leur rencontre. Fini les histoires drôles et les plaisanteries qui les caractérisaient parfois. Chaque fois qu'ils se retrouveraient, ce serait pour s'attaquer à certaines difficultés spécifiques et récurrentes. Le groupe ne travaillerait plus que par objectif et ce, jusqu'au jour fatidique de l'examen. Les 3 semaines séparant ces élèves de leur évaluation de fin d'année furent particulièrement studieuses. Awassa ne dormait presque plus. Ses sentiments vacillaient entre l'angoisse quant à la nature des sujets qui seraient donnés, le doute sur ses capacités réelles à les affronter avec sérénité et la peur de l'échec. C'était devenu pour lui une véritable hantise qui le tirait parfois de son sommeil. Un sommeil devenu si léger que de simples pleurs de bébé dans une maison voisine suffisaient à le réveiller. Quand il se réveillait dans ces conditions, il n'arrivait plus à refermer l'œil. Alors, il mettait cette situation, somme toute favorable, à profit. Le calme plat de la nuit lui donnait aussi l'occasion de méditer sur beaucoup de choses et de mettre de l'ordre dans son esprit. Il se posait mentalement des questions et cherchait à y répondre. Ce genre de quiz pouvait porter sur des choses à mémoriser, en sciences naturelles, en histoire et géographie. Lorsqu'il percevait une difficulté particulière, il lui arrivait alors de se lever discrètement de sa couchette afin de jeter un œil dans un cahier ou un livre pour un réglage indispensable. Bientôt, son corps en manque de sommeil finit par s'en ressentir. Il devint une véritable loque, car au manque de sommeil vint s'ajouter le manque d'appétit. Il se réfugia alors dans la prière, son âme secrète. Ce fameux jour de l'examen arriva enfin. Awassa se leva à 5 heures du matin. Il fit sa toilette et résolut de ne toucher ni à un cahier ni à aucun livre. Ce n'était plus le moment de s'embrouiller, convint-il. Il se présenta à l'école, mais trouva le portail encore fermé. Qu'à cela ne tienne, il attendit là. Dès l'ouverture des salles d'examen, Awassa s'installa à sa table et balaya du regard toute la salle ainsi que les autres candidats à la recherche de visages familiers. Il en reconnut plusieurs avec lesquels il échangea un sourire. Après les consignes d'usage, les épreuves commencèrent. 2 semaines. Telle fut la durée de l'attente. 2 semaines d'angoisse, de calcul, de probabilité à non point finir. Le genre de calcul qui ne laisse presque jamais la place à l'échec, comme il est facile de s'attribuer des notes généreuses et de se baisser d'illusions. Un matin, la nouvelle de l'affichage des résultats de façon progressive fit le tour de la ville. Ceux qui avaient déjà leurs résultats manifestèrent leurs sentiments soit par des pleurs, soit par des cris de joie. Revenu du puits avec un seau d'eau en main, Awassa fut subitement tétanisé par cette nouvelle. Il eut juste le temps de déposer son seau en plein milieu de la cour et partit en courant. Plus il approchait du collège et plus ses pas s'alourdissaient. La crainte de l'échec le submergea, ankylosant ses jambes telles des boulets. Il n'avait plus d'yeux ni d'oreilles, avançant comme un somnambule. Tous les faits et gestes qui se déroulaient dans la rue lui parurent comme dans un songe. Lorsqu'il franchit tant bien que mal le portail de l'établissement, il avait toute la peine du monde à placer un pied devant l'autre. L'estomac noué, le regard craintif, cherchant une personne pouvant le soulager de ce poids. Puis, quelqu'un lui lança: « Félicitations Awassa, tes efforts ont été récompensés. »« Pardon, monsieur » fit Awassa feignant de n'avoir rien compris. « Tu n'es pas encore au courant, mais voyons. Tu fais partie des admis. Va donc voir la liste affichée, lui suggéra monsieur Nanou, son professeur d'anglais. » Ces paroles firent presque perdre la tête à Awassa. Il n'en revenait pas, tant et si bien qu'il sauta dans les bras de son informateur. Il était au bord des larmes. Monsieur Nanou, très embarrassé, ne savait plus s'il fallait le féliciter ou le consoler. Awassa pleurait à chaudes larmes sur les épaules du professeur qui lui lança instinctivement que ceci n'était que le début de sa véritable vie scolaire et peut-être universitaire.
car il restait encore le bac et l'université à affronter. Il lui fallait pour cela garder le même état d'esprit et la même persévérance car le plus difficile restait encore à venir. De passage chez les habits, ses tuteurs, Awassa trouva tante Clémentine chantant et dansant. La bonne nouvelle y avait précédé, la bonne femme était en train de manifester de la joie pour lui à Wassa. Ce bonhomme qu'un vieil homme leur avait imposé un après-midi de septembre 1900 avait su gagner son affection. Elle le considérait depuis comme un fils et se réjouissait à juste raison de sa réussite. Un moment d'intense émotion. Awassa ne put s'empêcher de verser de nouveau des larmes de joie ou peut-être de chagrin. Comme il aurait été merveilleux que son grand-père fût en vie pour prendre part à ce bonheur. Hélas, la mort le lui avait déjà ravi. Awassa décida de rester 2 semaines supplémentaires à Koboli avant de rentrer au village. Ces 2 semaines seraient mises à profit pour aider tante Clémentine au champ. Elle en avait besoin au demeurant. Ce serait un geste symbolique de reconnaissance pour toute la générosité qu'elle lui avait manifestée durant ces 4 difficiles années. Après tout, Koboli était une ville enclavée où la vie était pénible. Même des familles comme celle des Habis en faisaient assurément le charme. Abidjan, le 12 décembre 2016. Ainsi s'achève notre roman Les années au collège. Ce roman a traité pratiquement de tout. Ce roman nous parlait de d'un enfant qui a été délaissé par ses parents. Sa mère allait se marier, son papa aussi est allé de son côté et qui a été élevé par ses grands-parents. Mais c'est pas pour autant qu'il fut un enfant raté, bien non. C'était fut au contraire un enfant respectueux, un enfant qui aidait ses parents, ses grands-parents dans les travaux champêtres. Un petit enfant qu'ils avaient eu, qui était bien avec eux, qui les considérait comme grands-parents ou comme parents. Il était sage, obéissant et il les écoutait. Et Awassa a eu son entrée en 6e et on l'a affecté, bien évidemment, dans une autre ville. Son grand-père est allé, comme ce que nos parents faisaient avant, chercher un tuteur pour lui. Et effectivement, ce roman-là nous parle, ça nous retrace un peu l'histoire d'avant, c'est-à-dire les années passées, comment les parents trouvaient des tuteurs pour leurs enfants. Il s'est rendu en ville, il a entendu une femme qui parlait dans sa langue, son patois, et il allait vers cette femme-là pour faire sa doléance, pour qu'on puisse prendre son petit-fils et l'héberger durant toute son année scolaire, jusqu'à ce qu'il ait fini même l'école. Et c'est comme ça qu'Awassa a atterri chez les Habis. Et après cela, on nous a conté l'histoire d'Awassa, comment ça se passait pour lui à l'école, comment il a eu des sentiments pour Jacqueline. Non, c'était Jacqueline qui n'épousait pas ses sentiments. Et il a eu même à avoir pour amitié, un lien d'amitié avec une jeune fille dont j'ai carrément oublié le nom, qui est même morte par la suite. C'était une amitié platonique, mais elle est morte par la suite d'une maladie mystérieuse dont on n'a pas su. Mais l'auteur a semblé nous faire comprendre qu'il s'agissait du sida parce qu'il avait plutôt évoqué le sida. Et j'ai vu que le roman nous faisait un parallèle en nous parlant de l'ancien temps, comment les jeunes garçons étaient affectés, comment ils trouvaient des tuteurs et comment cette maladie qui a fait vraiment beaucoup de victimes a sévi. Ensuite, on nous a dit qu'Awassa s'était donné plutôt à ses études, il s'était concentré plus ou moins jusqu'à obtenir son BEPC. Oui, ça c'est le parcours d'un enfant qui n'a pas baissé les bras. Le parcours d'un enfant courageux, malgré les vicissitudes de la vie, car son grand-père qui l'avait envoyé en ville trouver des tuteurs est mort pendant ses années d'école. Son grand-père, malheureusement, n'a pas pu le voir avoir son examen de fin d'année. Ce roman nous parle de ces enfants-là qui ont encore cette crainte de Dieu, ces enfants qui sont encore des chrétiens vrais dans l'âme, qui prient sincèrement Dieu, ces enfants obéissants qui, même lorsqu'ils vivent chez autrui, savent respecter, savent être sages, savent être travailleurs, savent apporter leur aide même dans la maison dans laquelle ils vivent. Et oui, tout cela a fini par payer. Et ce roman aussi nous retrace, nous fait comprendre que il ne faut pas être imbu de sa personne. Il ne faut pas aussi être trop sûr de soi. C'est ce que ce roman-là nous dit. Et lorsque je lisais, quand il parlait de ses années d'études, de bosse avec ses amis, je me suis sentie un peu dans cela parce que moi aussi, je me souviens à l'époque, moi j'ai dû bosser seule.
Je bossais seule jusqu'à une certaine heure, jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin. J'avais fait même mon programme et je l'avais orienté selon mes boss, comment il fallait bosser mes exercices, à quelle heure il fallait bosser les leçons et à quelle heure il fallait faire les exercices. Et c'est ce qu'on a constaté. Il avait un groupe d'études avec lequel il étudiait sereinement et tous, ils ont pu avoir le BEPC. Vraiment, c'est un roman qui nous donne plein de conseils, qui nous dit qu'étant enfant, il faut être respectueux, il faut être sage, il faut être humble, il faut avoir du respect pour les aînés. Et lorsqu'on vit chez quelqu'un, il faut lui apporter son aide. Il ne faut pas rester là en train de paresser, dormir, ne rien faire pour la personne. Et il faut aussi être chrétien, vraiment prier Dieu, même si on ne peut pas aller à l'église tous les dimanches, mais prier Dieu du plus profond de notre cœur, croire en lui et être sage et respecter ses consignes, respecter ses commandements. Et vous, qu'avez-vous retenu dans ce roman? Sur ce, je vous dis à très bientôt avec un nouveau livre à lire. Je suis encore en train de chercher, je n'ai pas encore trouvé. Est-ce que je dois lire un roman de la collection Adoras? Est-ce que je dois lire un roman de la collection Harlequin? Est-ce que je dois lire un roman plutôt de la collection Clair de Lune? À vous de me le dire. Ou bien un autre roman qui traite de la vie. À vous de me le dire. Sur ce, je vous dis bye!